Vous écoutez Pulsation, l'émission d'Université de Paris consacrée à la santé. Ici, on parlera de pédagogie, de recherche ou encore de vie de campus. Des thèmes variés et passionnants abordés avec des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des personnels. Bref, toutes celles et ceux qui font battre le cœur d'Université de Paris. Pulsation. Alors ne ratez pas le rendez-vous Pulsation, c'est le premier jeudi de chaque mois. Cette émission vous est présentée aujourd'hui par Raphaël Dalmo. Mobilités internationales, recherche conjointe, projets pédagogiques internationaux. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui l'émission est consacrée aux relations internationales de l'unité de formation et de recherche de médecine d'Université de Paris. Alors oui, avec la crise sanitaire, c'est une étrange période pour parler de relations internationales. Mais si nous le faisons aujourd'hui, c'est que l'activité est toujours constante et se développe à Université de Paris. Il y a eu de nombreux changements suite à la création de l'UFR unique de médecine. Depuis septembre dernier, les mobilités et partenariats avec des centres hospitaliers et universités du monde entier s'étendent à l'ensemble des étudiants, enseignants et personnel administratif de cette nouvelle UFR. Alors, comment tout cela fonctionne ? Comment développer des partenariats et comment bénéficier de ces services ? Comment s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires ? Pour nous répondre, à nos côtés aujourd'hui, le professeur Didier Dreyfus, responsable des relations internationales de l'UFR, et Manon Anceval, responsable du bureau des relations internationales de l'UFR et de la faculté de santé. Bonjour Manon Anceval, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Et bonjour professeur Dreyfus, merci à vous également d'être avec nous. Je suis également ravi, je vous remercie de cette invitation. Si nous vous recevons aujourd'hui, c'est que vous êtes un véritable tandem qui fait fonctionner le Bureau des relations internationales. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce tandem et quelle est sa dynamique ? Oui, avec plaisir. Eh bien, il y a effectivement un volet politique que je développerai un peu et je laisserai Manon Anceval développer le volet administratif. C'est évident que les relations internationales sont fondamentales pour le fonctionnement et pour le rayonnement de notre université. Et la création de l'UFR unique est une remarquable opportunité de développer des projets internationaux. L'articulation avec la faculté de santé, et notamment donc avec Frédéric Batteux, qui est maintenant vice-doyen en relations internationales dans la faculté de santé, et avec l'université, sous la houlette en l'occurrence de Charles-Édouard Le Villain, qui est le vice-président des relations internationales, montre bien l'importance que notre université accorde aux relations internationales. Pour ce qui concerne plus précisément l'UFR de médecine, eh bien, j'ai eu le plaisir de découvrir une remarquable organisation administrative du Bureau des relations internationales qui est dirigée donc par Manon et son équipe et qui permet de développer ces relations internationales en médecine. La fusion des deux bureaux, puisqu'il y en avait un à Paris-Centre et un à Paris-Nord, s'est remarquablement passé d'un point de vue universitaire. Les choses, là aussi, se passent le mieux, tout cela étant sous la houlette de l'administrateur provisoire, le professeur Philippe Krusniewski. Professeur Dreyfus, quel est votre engagement et votre histoire avec les relations internationales ? C'est une histoire qui est relativement récente puisque j'ai eu la chance d'être responsable des relations internationales pour Paris-Nord depuis quelques années et le doyen m'a fait l'honneur de me demander de chapeauter maintenant les relations internationales de l'UFR réunie. Ma motivation essentielle était venue de la constatation, un peu attristée, qu'il y avait peu de départs Erasmus depuis Paris-Centre et qu'il fallait peut-être améliorer la connaissance qu'avaient les étudiants des relations nationales et aussi améliorer l'aide qu'on pouvait leur apporter. Et donc c'est pour cela que je m'étais engagé dans le cadre de Paris-Nord. Et ensuite est venue la fusion. Et je dois dire que nous avons pu bénéficier de l'organisation tout à fait remarquable du Bureau des relations internationales de Paris-Centre et maintenant élargi à l'UFR réunie. Tout cela avait été fait en accord et avec des discussions avec donc Frédéric Batteux que j'ai déjà mentionné et qui est aujourd'hui donc le responsable relations internationales de la faculté de santé et avec Manon pour nous répartir les rôles et continuer le travail dans les conditions les meilleures. Donc vraiment ce tandem politique et administratif est fondamental et je pense que Manon Anceval en parlera beaucoup mieux que moi. Manon Anceval, est-ce que pour vous aussi l'articulation politique et administrative est importante ? Oui, cette articulation entre le politique et l'administratif est vraiment fondamentale.
On le sait, les relations internationales pour une université sont très importantes, pour le rayonnement, mais aussi pour les étudiants. Et c'est important pour nous d'avoir des enseignants qui sont impliqués dans ces relations internationales. Et c'est important que nous, on puisse aussi, au Bureau des relations internationales, leur proposer des opportunités, les accompagner dans des projets, que ce soit dans des projets de collaboration en recherche ou en formation, les aider à trouver des fonds européens ou internationaux pour mener à bien leurs projets, les aider à mettre en place des colloques, mais aussi les aider à créer des nouveaux partenariats qui vont nous aider et qui vont nous permettre de mettre en place des mobilités pour les étudiants. Et ces mobilités pour les étudiants, c'est une vraie opportunité dans leur cursus. Ça leur permet d'apprendre la médecine et d'apprendre à voir et faire la médecine autrement. Et on a des retours des étudiants qui nous disent que quand ils sont partis, ils reviennent avec une expérience vraiment enrichie, des projets professionnels qui sont consolidés et ils abordent leur futur métier d'une manière vraiment différente. Ça leur ouvre les yeux sur énormément de perspectives. Et dans ce travail sur les mobilités, c'est vraiment important d'avoir l'accompagnement des équipes pédagogiques auprès des étudiants, que ce soit les étudiants en mobilité entrante ou les étudiants en mobilité sortante, parce que nous, au Bureau des relations internationales, on va pouvoir les accompagner sur le volet administratif. Il est important qu'on ait des enseignants qui puissent les accompagner sur tous les volets pédagogiques. Je crois savoir qu'en médecine, plus qu'ailleurs, les mobilités ont été difficiles à mettre en place. Est-ce une réalité ? Oui, effectivement, en médecine plus qu'ailleurs, pas forcément pour les mobilités d'enseignement ou les relations internationales qui vont tourner autour de projets pédagogiques ou de projets de recherche conjoints, mais par contre pour tout ce qui va être mobilité d'étudiantes, c'est assez difficile pour plusieurs raisons. À la fois parce qu'il y a une crainte de partir qui est de moins en moins importante au cours des années, mais qui existe toujours, à la fois parce qu'il y a les ECN, il y a le classement et la peur que le départ à l'étranger amène des lacunes que l'étudiant ait du mal à rattraper. Aussi parce que les programmes d'études entre les différents pays sont très différents et ça rend plus difficile les mobilités d'études, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire ce travail main dans la main avec les enseignants, avec les ingénieurs pédagogiques et avec ce qu'on appelle les coordinateurs, qui sont des enseignants, pour nous aider à monter des programmes qui correspondent aux besoins et aux contraintes des étudiants en médecine. Concrètement, comment fait-on si on est étudiant en médecine à Université de Paris et que l'on souhaite partir en mobilité ? Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nos étudiants. La première possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle une mobilité d'études. Donc, ça veut dire qu'ils vont partir à l'étranger pour faire à la fois des cours, des stages et des examens, et que ça va valider une partie des examens qu'ils auraient normalement en France. Donc ça, pour les étudiants, ils peuvent partir à travers le programme Erasmus. Dans ce cas-là, ils partent chez des partenaires en Europe pour des durées allant de 6 à 12 mois et ils partent généralement entre la DFGSM 3, donc la 3e année, et la DFASM 2, donc la 5e année. Ils peuvent également partir à Dallas pour une mobilité d'études, soit en 4e, soit en 5e année. Malheureusement, c'est un des partenariats qui a été impacté par la crise sanitaire. Et ils ont également la possibilité de partir en stage vers de la clinique. Et là, on s'adresse plutôt aux étudiants de 2e cycle, donc les étudiants de 4e, 5e et 6e année. Ils peuvent partir théoriquement partout dans la limite de ce qui est évidemment raisonnable. Et ils ont deux possibilités. Ils peuvent soit partir en procédure générale, c'est-à-dire qu'ils trouvent eux-mêmes leur terrain de stage et ils nous font une proposition, soit partir dans notre procédure partenaire, et dans ce cas-là, on leur propose une série de terrains de stage dans des hôpitaux ou des universités avec qui on a un partenariat. Et par exemple, on a des partenariats avec le Maroc, avec la Chine, avec les États-Unis, le Canada. Ils peuvent vraiment aller absolument partout. Effectivement, on constate que ce sont des procédures qui fonctionnent, puisque les étudiants en médecine de l'UFR sont nombreux à partir. Chaque année, nous comptons 60 départs en séjour Erasmus et 90 étudiants étrangers qui viennent à l'UFR. Et pour les stages, nous en sommes à 450 départs et 150 entrants. Pouvez-vous nous dire quelles sont les destinations préférées des étudiants ? Oui, bien sûr. Alors, cette année est une année un peu particulière à cause de la crise sanitaire. Donc, pour l'année 2020-2021, on a surtout des étudiants qui sont partis pour des mobilités Erasmus, donc en Europe principalement. On a notamment beaucoup d'étudiants qui sont partis en Allemagne, en Roumanie, en Slovénie, en Espagne. On espère pouvoir les faire partir pour des stages d'été l'année prochaine. Voilà, on espère qu'ils pourront partir à Columbia, aux États-Unis si c'est possible, au Canada à l'Université de Montréal, en Chine à Jiaotong, mais aussi en Europe, ce qui sera peut-être plus sûr, par exemple à King's College. Et comment ça se passe pour le suivi des étudiants en mobilité ? Alors, au Bureau des relations internationales, nous sommes 6 personnes.
Et parmi ces 6 personnes, il y a 3 personnes qui sont en charge des mobilités, qui sont vraiment les points de référence pour ces étudiants, et qui accompagnent les étudiants qui décident de faire une mobilité d'un point de vue administratif. Cependant, comme je le disais déjà un peu tout à l'heure, au Bureau des relations internationales, nous ne sommes pas des médecins, donc on a besoin d'être épaulés par des enseignants qui ont, eux, la connaissance scientifique et pédagogique et qui vont nous permettre d'accompagner et d'aider les étudiants au plus près de leurs besoins pédagogiques. Oui, effectivement, l'accompagnement pédagogique est une chose fondamentale et il se trouve que nous bénéficions d'une assez large équipe d'enseignants qui accompagnent les étudiants Erasmus. Alors, à plusieurs stades. D'abord, les entretiens, on va dire de sélection. Enfin, c'est pas réellement une sélection. On vérifie la motivation, bien sûr, la faisabilité du parcours que l'étudiant souhaite faire et on l'aide, bien évidemment, à le construire. Et puis, ensuite, jusqu'au retour. Donc, il y aura des rencontres virtuelles pendant le séjour et puis au retour pour avoir le retour d'expérience de la part de l'étudiant pour évaluer ce qui s'est réellement fait et c'est un garant de la qualité pédagogique de ce stage Erasmus+ et de sa validation. Donc c'est vrai que ça demande un gros travail de mise en parallèle des programmes puisqu'il faut le plus possible trouver dans l'université d'accueil un programme d'une année qui correspond à peu près à ce que ferait l'étudiant s'il était resté. Quant aux stages en eux-mêmes, eh bien, il y a des tuteurs de stage qui sont là pour être le référent, le contact, rassurer, aider, encadrer les étudiants en cours de stage. Justement, je vous propose de suivre Sixtine d'Argentlieu qui part à la rencontre d'une étudiante en médecine partie en séjour Erasmus. Nous sommes au Jardin des Grands Moulins où nous partons à la rencontre de Mélina Paschini, étudiante de médecine qui est partie en Erasmus l'année dernière. Bonjour Mélina. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire en quelle année vous êtes, où vous êtes partie et quand vous êtes partie? Alors moi je suis étudiante en médecine en 4e année maintenant et je suis partie l'année dernière, donc l'année 2019-2020, à Ljubljana en Slovénie. Et pourquoi vous avez souhaité partir? Alors moi j'ai voulu partir pour plusieurs raisons. Déjà le fait de passer autant d'années dans une même ville à faire la même chose au même endroit, ça m'angoissait un petit peu, étant donné que nos études sont très très longues. Après il y a aussi la langue parce que j'étais vraiment pas très bonne en anglais avant de partir et je voulais plus que ce soit une barrière. Donc j'ai voulu partir dans une destination où les cours étaient donnés en anglais pour progresser. Et puis pour le voyage, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager avec ma famille, ça m'a donné beaucoup goût au voyage et j'avais envie de continuer et puis de vivre le voyage plus en tant que touriste, mais vraiment d'aller vivre quelque part, donc je pense que c'était l'occasion. Vous étiez donc au sein d'une université partenaire. Comment s'est passé l'encadrement de cette mobilité ? Alors oui, je suis partie avec une université partenaire, mais c'est une destination qui n'avait jamais été choisie. Donc c'était un petit peu difficile au début parce qu'il fallait faire toutes les démarches à zéro. Il y a eu des petites difficultés, mais au final tout s'est très bien passé. Et puis l'université là-bas a été vraiment top. Ils ont été super aidants. Donc dès que j'avais un souci, ils étaient vraiment là pour moi. Et donc tout s'est très bien passé. Et puis au niveau de l'université là-bas, c'était intéressant pour nous parce qu'il y avait beaucoup plus de concret et de pratique, alors qu'en 3e année en France, on fait beaucoup de théorie. Voilà, sur ce point-là, c'était super enrichissant, puis c'était une ville super agréable. Et donc, diriez-vous que c'est un plus dans votre parcours ? Est-ce que vous le recommanderiez à d'autres étudiants ? Oui, moi je le recommande à 100% parce que moi ça m'a apporté vraiment que du positif, je vois aucun point négatif. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire en rencontrant des gens différents, avec des idées de la médecine différentes. Je me suis beaucoup plus reconnue et voilà, c'est que positif de sortir un peu de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir peur, même si la langue au début ça peut être une barrière, ça s'en va très vite et à la fin on est très content. Voilà. Merci Mélina, merci d'avoir répondu aux questions de Pulsation. Nous voyons bien à travers ce témoignage que les mobilités apportent beaucoup durant un parcours universitaire. Est-ce un réel atout dans le cadre des nouveaux examens classants nationaux ? Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment l'esprit de la réforme qui est d'ouvrir plus d'horizons pour les étudiants. Et dans ce cadre-là, les mobilités seront plutôt encouragées. Ce qui va changer pour nous au Bureau des relations internationales, c'est qu'avec la modification des programmes pédagogiques, on ne pourra plus faire partir les étudiants dans les mêmes années. Mais par contre, on va les faire partir d'autant plus. On va vraiment encourager les départs.
Oui, je suis entièrement d'accord. Les choses ont un petit peu changé dans les années récentes, c'est-à-dire qu'avant, l'emphase, le focus était nettement plus sur l'aspect théorique, et maintenant on donne aussi de l'importance aux aspects humains et pratiques, en complément bien sûr des aspects théoriques, et aussi aux aspects relationnels et à l'ouverture d'esprit. Donc ce rééquilibrage est de bon aloi, et il est évident que des mobilités internationales traduisent de la part de l'étudiant une souplesse d'esprit et une capacité d'acquisition des savoir-faire qui vont effectivement être tout à son profit. Nous avons beaucoup parlé des mobilités des étudiants de l'UFR, mais qu'en est-il des étudiants étrangers qui viennent étudier à l'Université de Paris ? Alors pour ces étudiants-là, on attache une très grande importance à la qualité de l'accueil qu'on leur réserve. On essaye de mettre en place régulièrement des événements d'accueil, de leur dire qu'il y a toujours une porte qui sera ouverte au Bureau des Relations Internationales, un numéro sur lequel ils pourront appeler s'ils ont un problème. On les met aussi en contact avec les étudiants et notamment les associations étudiantes pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres personnes de leur âge et de leur cursus. Et on les met aussi en contact avec les enseignants pour le cas où ils auraient des questions plutôt pédagogiques. Et nous, de notre côté, on travaille main dans la main avec la scolarité, quand il y a des mobilités d'études, notamment si les étudiants doivent passer des examens, et avec les hôpitaux, quand les étudiants vont en stage. En effet, il faut rappeler que les études de médecine sont des études professionnalisantes, donc on a des étudiants qui font des stages, et il est important pour nous d'être sûr qu'on les place dans des services hospitaliers où il y aura la place, où ils pourront être bien encadrés par des tuteurs de stage locaux. Et les questions se posent un peu différemment en fonction de si l'étudiant vient de l'Union européenne ou pas, parce que les étudiants européens, dans le cadre de leur séjour Erasmus, ont le droit de pratiquer, alors que les étudiants hors UE ont un statut d'observateur. Et ça pose notamment des questions sur les terrains de stage où on peut les placer. Donc c'est un travail qui se fait vraiment main dans la main avec les enseignants. Oui, effectivement. Un point crucial est le choix des services dans lesquels les étudiants entrants seront intégrés, parce qu'on souhaite vraiment qu'ils bénéficient d'une valeur ajoutée, et donc pour cela, nous sommes très vigilants pour les adresser dans des services qui sont réputés pour avoir une grande qualité formatrice, dans lesquels il y a le personnel enseignant et hospitalier bien sûr, qui ait le temps de les former, de leur apprendre un certain nombre de choses, afin que leur stage soit le plus bénéfique possible. Et dans le cadre des mobilités enseignantes, avez-vous mis en place des recherches internationales conjointes ? Oui, on en a mis. Généralement, les recherches internationales conjointes, c'est des initiatives qui partent des enseignants. Les enseignants sont très actifs et ont un réseau international très large. On avait mené une enquête pour essayer de mieux comprendre, de mieux quantifier les collaborations internationales qui pouvaient se faire au niveau donc, des médecins et des chercheurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de collaborations scientifiques et en recherche, mais qui s'établissaient finalement de gré à gré, parce que les gens se connaissent, mais sans forcément l'aide de l'UFR. Donc on tente de mieux connaître l'ensemble de ces collaborations pour les développer et les valoriser, et valoriser aussi l'université à travers cela. Effectivement, et l'un des intérêts de l'UFR de médecine, c'est de pouvoir monter des partenariats à plusieurs étages, à la fois sur de la pédagogie, de la recherche, des échanges étudiants ou des échanges enseignants. Et en s'appuyant sur les partenariats développés par nos enseignants, on va pouvoir développer des opportunités vraiment super pour l'UFR de médecine. D'ailleurs, il est peut-être important de rappeler que dans la création de l'UFR de médecine, vous avez fait en sorte que ces opportunités internationales soient ouvertes à tous, enseignants, étudiants et personnels. Pouvez-vous nous dire quels chantiers sont en place et quels sont ceux à venir ? On a mis des chantiers en place d'abord pour accompagner les enseignants qui veulent développer des projets pédagogiques. Notamment, on a une équipe de chargés de projet qui accompagne les enseignants qui veulent mettre en place des colloques internationaux avec les partenaires, mais aussi qui veulent répondre à des appels à projets. Et on a notamment un projet européen Idéal Plus sur les maladies infectieuses et on accompagne d'autres enseignants actuellement sur d'autres projets. Et on a aussi beaucoup communiqué auprès des enseignants, mais aussi des personnels administratifs pour leur dire qu'eux aussi pouvaient profiter des mobilités internationales. Ensuite, parmi les très gros chantiers de mobilité qu'on a eu cette année et qu'on a encore, ce sont tous les chantiers liés à la fusion des deux bureaux de relations internationales, et notamment tout ce qui va toucher les mobilités, parce que la question urgente à laquelle on a eu à faire face, ça a été d'être prêt pour la rentrée en septembre 2020. Donc on a travaillé depuis plus d'1 an avec les équipes de Paris Centre et de Paris Nord pour mutualiser les accords de partenariat, pour
trouver des équivalences sur les programmes d'études, et là encore, on s'est beaucoup appuyé sur les enseignants, pour avoir des méthodes et des procédures communes qu'on puisse communiquer aux étudiants et qui puissent s'adresser à la fois aux étudiants de Paris Nord et de Paris Centre. Et un objectif pour le futur, c'est d'avoir des terrains de stage et des terrains de mobilité Erasmus élargis, parce qu'on imagine qu'on va avoir de plus en plus d'étudiants qui vont être intéressés par ces opportunités. Toujours dans le cadre de la fusion, on a des gros chantiers à mener en lien avec la fusion et le conseil pédagogique, puisqu'il va s'agir de préparer les mobilités d'études pour 2021, sachant que dans le cadre de la création de l'UFR unique, les programmes vont changer pour les étudiants en DFGSM 3 et en DFASM 1, donc les étudiants de 3e et 4e année. Donc cela veut dire accompagner les étudiants dans ce changement. On aimerait bien également développer les mobilités virtuelles, c'est très important notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Et ce sont des mobilités qui permettent aux étudiants d'être en contact avec d'autres étudiants internationaux, malgré la crise sanitaire, et qui peuvent aussi continuer au-delà de cette crise. Par exemple, on a mis en place depuis l'année dernière le programme ICE, donc c'est International Collaboration Exchange. C'est un programme qui a été monté par l'Université de Columbia aux États-Unis, qui permet à des étudiants à travers le monde de monter des projets communs, de faire des exposés en commun, éventuellement à la fin de partir à l'étranger dans une des universités partenaires du programme. Et ce type de mobilité, c'est à la fois très valorisé par la Commission européenne et à la fois très demandé par les étudiants parce que ça permet aux étudiants de faire leur premier pas dans l'international. Ça ne coûte rien et ça leur permet de se faire leur premier contact et leurs premiers réseaux internationaux. Et maintenant, j'aimerais que nous abordions l'un des projets qui tient à cœur à l'Université de Paris, celui des projets européens. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un volet très important. On a par exemple le projet Idéal Plus, qui est un des projets phares de l'UFR. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne. C'est un partenariat stratégique Erasmus+, avec 8 partenaires européens en innovation pédagogique sur les maladies infectieuses. Je vous propose de partir à la rencontre d'un autre tandem enseignant administratif, celui du docteur Caroline Charlier et de Pauline Valneau, qui coordonne le projet européen Idéal Plus. Avec au micro pour interviewer nos deux invités, Sixtine d'Argentlieu. Alors je suis à l'UFR de médecine sur le site des Cordeliers et nous allons aller à la rencontre des personnes en charge du projet Idéal Plus. Bonjour, Sixtine d'Argentlieu de Pulsation, je ne vous dérange pas ? Non, entrez. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Bonjour, Pauline Valneau, chargée de projets internationaux et en particulier du projet Idéal Plus à l'UFR de médecine de l'Université de Paris. Bonjour, Caroline Charlier, je suis enseignante à l'UFR de médecine, Université de Paris, et je suis responsable du programme Idéal avec Claire Lejeune. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du projet européen Idéal Plus ? Idéal Plus, c'est plus qu'un projet, c'est un programme. C'est un programme qui a commencé il y a 6 ans. À l'époque, on était 3 pays européens, des Écossais, des Romains et puis nous à Paris. On avait la volonté de faire un enseignement commun des maladies infectieuses aux étudiants en médecine de 2e cycle qui soit le même au-delà des frontières. On voulait enseigner notre spécialité d'une même voie, d'une voie internationale européenne. Et puis ça a rencontré son public. Nos étudiants ont adoré le format et l'ouverture internationale qu'on leur offrait. Ce qui fait qu'on a non seulement persisté, mais même on s'est agrandi. On a postulé, obtenu des partenariats européens qui nous permettent maintenant d'être une dizaine de partenaires de 8 pays européens, d'avoir formé plus de 500 étudiants et d'avoir un programme riche qui contient maintenant 3 et même 4 axes différents. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces différents axes ? Dans ce programme, il y a à la fois la volonté d'offrir aux étudiants une vision internationale de notre spécialité, parce que les maladies infectieuses, c'est vraiment très international, une vision au-delà des frontières. Et puis il y a aussi la volonté de la transmettre d'une manière innovante. En particulier, ce qu'on ne voulait plus, c'était enseigner de la manière dont on le fait régulièrement en France encore, c'est-à-dire des grands enseignements en amphithéâtre où un professeur parle à 500 étudiants qui n'ont pas beaucoup de possibilités de s'exprimer. Et finalement, ce qu'on veut vraiment, c'est former des médecins, c'est former des gens qui vont prendre des décisions, qui vont soigner les gens. Et donc pour ça, il ne faut pas leur transmettre juste un savoir, mais vraiment une compétence. Comment ils vont devenir des décideurs, des diagnostiqueurs. Et donc ça nous a amené à revoir complètement notre pédagogie et c'est ça qui est à la base des différents modules du programme actuel. Alors pour apprendre ces techniques-là, il a fallu qu'on se forme.
Et donc on a construit un séminaire de formation des profs. Ça s'appelle Train the Trainer Seminar, où on a fait venir des experts en pédagogie médicale qui sont basés en Grande-Bretagne et qui sont basés aux Pays-Bas principalement, en tout cas pour notre programme, et qui nous apprennent des techniques qui permettent d'introduire l'interactivité en cours, d'utiliser des méthodes où les étudiants sont en petits groupes et deviennent des décideurs, ont des problèmes cliniques très concrets tirés de la vie réelle à résoudre, avec un déroulé qui leur amène progressivement à avoir des décisions à prendre. Et du coup à utiliser différemment leur raisonnement et passer vraiment des connaissances qu'ils ont eues en théorie à une compétence très pratique du médecin qui vont devenir quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc ces techniques, il faut qu'on les apprenne et c'est ce que ce séminaire nous transmet une fois par an et nous permet d'étendre et de disséminer, d'offrir en fait plus largement que dans le programme à tous nos étudiants dans le cursus habituel. Le deuxième volet du programme, c'est ce cours intensif proprement dit, qui est le cœur de notre idée de départ. Et donc c'est un cours intensif qui utilise ces méthodes innovantes, qui est offert par une équipe internationale d'enseignants qui enseignent ensemble en utilisant les mêmes outils à des étudiants de chaque institution, une fois par an et par ville. Puis un autre axe qui est une Summer School européenne qui a lieu dans les locaux d'ILUMAS, Université de Paris, et qui nous permet de rassembler des étudiants de toute l'Europe, des enseignants de toute l'Europe et même au-delà, parce qu'on a des enseignants ougandais qui apportent une dimension encore plus large, qui est vraiment importante pour notre métier. Et puis on a aussi voulu construire des outils de formation pour que les étudiants puissent s'auto-approprier, être les acteurs de leur propre formation théorique, donc des outils de e-learning. Ça nous tenait à cœur que ces outils soient en accès libre pour que ce soit non seulement destiné aux étudiants du programme, mais plus largement à tout étudiant qui souhaiterait se former, avec des outils qu'on a conçus à trois, avec l'ingénierie pédagogique, avec les étudiants eux-mêmes, et puis nous, en tant qu'enseignants, on pense que le trio a construit un outil qui rencontre son public et qui nous rend très heureux. Merci pour ces explications très claires. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la relation main dans la main entre enseignants et personnel administratif ? Ah ben oui, alors ce qui est clair, c'est que on a vraiment réalisé depuis toutes ces années que ce programme ne peut pas vivre juste sur l'enthousiasme des enseignants. Il est réel, mais ça ne suffit pas. Si vous saviez le nombre de barrières technico-réglementaires, de complications diverses, toutes les difficultés qu'il faut traverser, le métier qu'il faut pour répondre à un appel d'offres européen et tenir bien les cordons de la bourse et mener ce programme, c'est vraiment un partenariat. Et Pauline est vraiment un élément crucial. C'est le pont qui nous unit tous ces enseignants d'Europe. Comme vient de le dire Caroline, cette relation à travailler vraiment main dans la main, elle est essentielle. Parce que oui, si l'enthousiasme pédagogique n'est pas suffisant, si j'étais toute seule de mon côté à essayer de mener un projet européen, ça ne marcherait pas non plus. Donc effectivement, c'est des fonds qui nous sont octroyés par l'Europe, mais l'Europe, elle a beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous, de ce qu'on réalise. Et il y a toute une partie réglementaire et administrative qu'il est très important de suivre, parce qu'il faut justifier en fait pourquoi on nous donne des fonds. Et cette partie-là, elle est essentielle. C'est vraiment très important. Et il y a aussi toute une partie organisationnelle par rapport au projet, où voilà, on organise 7 sessions par an de cours avec de la mobilité enseignante, donc c'est assez lourd. Et du coup, il faut arriver à faire ce suivi-là aussi. Et ça, c'est mon travail au quotidien. Donc voilà, s'assurer qu'on atteint les objectifs, qu'on respecte les engagements qu'on a pris vis-à-vis de l'Europe. Je pense que c'est comme ça que le projet en fait, a eu autant de succès jusqu'à présent. On est une équipe qui est vraiment engagée à la fois côté pédagogique et à la fois côté administratif. Voilà. Il y a aussi quelque chose d'important dans ton travail, c'est toutes les portes que tu nous ouvres vers des solutions qu'on n'avait pas imaginées. Le lien avec la communication, le lien avec certains ingénieurs pédagogiques, le lien avec tout ce qui se fait d'innovant au niveau de l'université et dont tu vas le savoir. Et t'es vraiment comme ça au centre du hub, tu fais le lien entre nous. Et pour nous, c'est très important et les étudiants aussi le sentent très bien. On a toute une histoire comme ça, avec un passé qui s'est construit autour des premiers engagements européens qu'avait Claire Lejeune dans des programmes antérieurs, notre investissement à nous, et puis nos projets futurs où tu vois bien les directions, et c'est toi qui fais le lien avec Erasmus, c'est toi qui fais le lien avec les différents pays, et qui nous permet de rêver à un futur qu'on n'imaginait pas forcément, parce que tu es au centre de l'université. On est au milieu de notre 2e partenariat européen.
et on n'est pas à la fin de notre programme. On veut postuler pour un programme suivant. On croit vraiment qu'il sert le bénéfice des étudiants, qu'il les aide à devenir des meilleurs médecins. En tout cas, il nous aide à devenir de meilleurs enseignants et ça nous rend tous heureux. Merci. Merci Caroline Charlier, merci Pauline Valneau, merci d'avoir répondu aux questions de Pulsation. Effectivement, comme nous avons pu l'entendre, c'est un véritable avantage de travailler sur des projets avec des acteurs qui ont des expertises différentes. Est-ce qu'il y a d'autres projets européens en cours d'élaboration ? Oui, notamment le fait que l'on travaille conjointement avec d'autres UFR de la faculté de santé sur ce qu'on appelle les ECOS, E-C-O-S, qui veut dire examen clinique, objectif et structuré, c'est-à-dire que c'est une façon de mettre en condition dans une situation simulé bien sûr, mais qui se rapproche le plus possible du réel avec un patient, donc simulé, souvent c'est un enseignant qui le fait, et ça permet de mieux appréhender les compétences cliniques et relationnelles des étudiants. Et on travaille aussi sur d'autres appels à projets internationaux. Par exemple, on a un enseignant de l'Université de Paris qui a été présélectionné sur un appel à projet de partenariat de l'enseignement supérieur en Afrique, qui est un appel à projet financé par l'ANR. Il développe un projet avec le Bénin. Professeur Dreyfus, merci. Manon Anceval, merci. Grâce à vous, on sait qu'à l'Université de Paris, la mobilité est possible en Europe et dans le monde entier et que les enseignants, les étudiants et les personnels peuvent vous solliciter pour des projets internationaux. Cette émission a été réalisée par le département Images et Son d'Université de Paris. Merci à toute l'équipe, Youssef Taoussi et Damien Fémy pour l'installation technique de ce plateau, Eric Descarpentry pour la prise de son, Philippe Kiel pour le mixage et Samia Seri à la réalisation. Merci à Sixtine Dargentlieu pour ses reportages auprès de l'équipe du projet Idéal Plus et auprès de Mélina Paschini, étudiante en 3e année de médecine. Pulsation.